Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des OBM. Aujourd'hui, nous avons un épisode parcours d'OBM. Vous savez, c'est une série où j'interviewe des membres de projet OBM et je reviens sur leur parcours, leur challenge. L'idée n'est pas de vous vendre du rêve, mais vous permettre de vous projeter dans ce métier qui vous intéresse et dans lequel vous avez envie d'avoir différents retours d'expérience. Aujourd'hui, avec moi, j'ai Marion qui est lancée depuis peu. Marion a rejoint le programme en décembre 2024, donc au moment où on tourne cet épisode de podcast, ça fait plus d'un an. Donc elle a assez de recul sur son aventure entrepreneuriale. Elle a un parcours assez, pas atypique, mais elle a un parcours qui diffère des autres profils que j'ai pu vous présenter dans les épisodes précédents. Alors restez bien avec nous. Je vais tout de suite passer la parole à Marion. Et Marion, j'aimerais tout simplement pour commencer te demander de te présenter. Dis-nous qui tu es, voilà. Tu peux partager tes petites anecdotes, mais voilà, présente-toi. Et surtout, est-ce que tu peux revenir sur ce que tu faisais avant d'avoir l'idée de devenir OBM? Oui, bonjour Marielle, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, j'ai un parcours, voilà, on peut dire un peu atypique, dans le sens où j'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'ai notamment été infirmière pendant 10 ans. Je ne sais même pas si tu es au courant de ça ou pas. Voilà. Non, je ne Et, savais pas du tout. voilà. Donc, j'ai fait essentiellement de la réanimation, des soins intensifs, des choses comme ça. Et j'ai aussi été à mon compte. Et juste avant de rejoindre le projet OBM, je travaillais dans une multinationale, donc chez Amazon, pendant 7 ans. Et d'ailleurs, je suis rentrée chez Amazon en tant qu'infirmière au départ, en tant qu'infirmière du travail pour faire de la prévention. Et en fait, en intégrant l'entreprise, bah voilà, ça m'a ouvert des portes d'un monde que je ne connaissais pas. Et du coup, bah, j'ai eu des opportunités voilà, pour évoluer en interne et faire complètement autre chose. Et donc, voilà, après, c'est là que j'ai fait du management transverse, du management de projet et que j'ai fini responsable d'un service, voilà, chez Amazon. Waouh, mais c'est pour ça que j'aime bien ces épisodes parcours d'OBM, parce que là, tu viens de lâcher plusieurs bombes. Je ne savais pas que tu étais infirmière, effectivement. On reviendra sur aussi, parce que tu as dit que tu avais aussi lancé une activité entre-temps, mais que c'était dans un autre domaine, donc on en reparlera. Et chez Amazon, alors, je t'explique, j'étais persuadée que tu avais eu un parcours typique, quoi, que tu avais fait un parcours en management et en gestion, que tu étais allé chez Amazon, que tu étais responsable de service, manager, mais pas du tout. T'as déjà... Ok, donc tu as En déjà fait, c'est vécu l'inverse. une J'avais un reconversion. pied dedans. J'ai en fait découvert l'entreprise et puis bon, une entreprise voilà un peu à la fois hyper exigeante avec des hauts standards et la volonté d'amélioration continue, donc vraiment le grand bain. Et j'ai adoré tout le fait que j'ai commencé à prendre des missions en interne qui m'ont permis après d'évoluer. Et en fait, moi, j'ai passé un master en management après. C'est-à-dire, je l'ai passé il y a 3 ans, 4 ans, D'accord. pendant que j'étais chez Amazon, en fait. Pour Voilà, monter en compétence, exactement. c'est hyper intéressant. Donc, c'est pour ça que je précisais que ton profil était un peu différent. Et ça vient montrer que finalement, ce métier d'OBM, il n'y a pas un plan parfait pour y arriver, en fait. Donc, très intéressant. Qu'est-ce que tu faisais chez Amazon exactement? Ça peut permettre de se projeter sur peut-être les... Je sais que tu avais des compétences transversales. Donc, en tant que responsable de service, qu'est-ce que tu faisais? Quel était ton quotidien là-bas? On va dire que j'ai eu vraiment 3 gros métiers différents chez Amazon pendant les 7 ans où j'y suis restée. Donc, je suis rentrée comme infirmière du travail. Donc là, j'étais plutôt, voilà, sur mon scope, c'était plutôt mon site, en fait, au départ. Mais il y avait, entre guillemets, tout à construire. C'est-à-dire que c'était un peu le fouillis. Donc, c'est vrai que je suis arrivée et tout de suite, bah, j'ai mis des process en place. On avait beaucoup de sauveteurs secouristes du travail. Et en fait, la traçabilité, elle n'était pas faite. Les formations continues n'étaient pas faites. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Donc, en fait, moi, j'ai commencé un petit peu comme ça, on va dire. C'est ce qui raccroche le métier d'OBM, mais parce que j'ai toujours été un petit peu comme ça. C'est-à-dire que j'arrive, j'aime bien. D'ailleurs, je l'avais dit à mon manager une fois dans un entretien pro. Je lui ai dit, en fait, moi, j'aime bien quand c'est un peu le bazar. Et j'arrive, je me dis, oula, comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer un peu et tirer le fil de la pelote de laine pour commencer à faire quelque chose. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait en tant qu'infirmière. Et puis, c'est pareil, on manquait d'outils de traçabilité. Et au départ, bah, j'attendais un peu que les autres le fassent. Et puis, comme les autres n'avaient pas le temps, j'ai fini par le faire moi-même. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Du coup, j'ai mis en place des outils en fait qui sont devenus des standards au niveau France, voire Europe pour certains. Donc, du coup, là, j'ai basculé, c'est-à-dire j'ai gardé mon poste, mais tout en ayant un scope en fait au niveau France pour vraiment gérer une roadmap en fait sur l'année pour créer vraiment la base de fonctionnement des infirmeries au niveau France, mais voilà, tout ce qui est traçabilité administrative, etc. Parce que chacun faisait comme il voulait, et voilà, c'était un peu compliqué. Donc c'est là que j'ai commencé vraiment à faire du management transverse, sachant qu'il y a 8 sites en France et que ça représentait à peu près une trentaine d'infirmiers, et donc tout à distance, parce que forcément, on n'était pas à côté les uns des autres. Ah, donc c'était déjà un peu dans la gestion en ligne, dans du management Exactement.
danse et tout, donc hyper Ouais. intéressant. Tu as démarré en tant qu'infirmière et puis progressivement, ton envie, donc ton profil intégrateur qui était déjà là, je parle souvent de ce profil-là, où en fait tu vois que ben c'est le bazar et toi, même si ton métier initial te plaît, je pense, celui d'être infirmière, t'as pas pu t'empêcher d'aller plus loin, Exactement. d'organiser, de structurer et progressivement, bah, standardiser, créer des process, dupliquer ces process pour qu'il y ait des standards finalement des standards qualité, des standards répliqués dans chaque poste, j'imagine, dans chaque service. Et tu as créé ton propre poste parce qu'avant peut-être qu'il n'existait pas. Et je trouve que Ouais, parce que c'est... Il n'existait pas? disons que sur ce titre-là, il y avait déjà une personne, mais en fait, on faisait des choses complètement différentes. Différente, ouais. Ok. Mais Donc vraiment un parcours riche et quand je l'entends, je comprends pourquoi le métier d'OBM t'intéresse. Tu vois, on voit clairement la démarche qui est la même. Donc merci de nous avoir raconté ce que tu faisais chez Amazon. Dans ton parcours, il y a aussi un truc qui m'a interpellée. Tu nous as dit que tu étais infirmière, mais que tu avais également lancé une activité déjà. Donc aujourd'hui, je sais que tu t'es lancée en tant qu'OBM, mais j'aimerais bien que tu reviennes sur cette activité que tu avais lancée pour montrer aussi bah, que parfois, dans notre parcours, tout n'est pas forcément linéaire. Donc t'as eu cette activité, je veux bien que tu reviennes dessus, s'il te plaît. alors, il y en a eu plusieurs. Ah oui. Oui. Au niveau vraiment entrepreneurial, alors la découverte, ça a vraiment été quand je me suis lancée comme infirmière libérale parce que j'ai créé un cabinet vraiment de zéro. J'y suis restée 5 ans, voilà, avant de quitter. On va dire que c'est une première expérience entrepreneuriale, mais qui est aussi un peu différente parce que bah, le métier d'infirmière et infirmière libérale, il y avait un fort besoin, etc. Et voilà, ça reste quand même un métier, on va dire, plus Oui. technique, mais voilà, il y a quand même eu la construction d'une entreprise. Mais surtout, en fait, alors plusieurs fois dans mon parcours, j'ai eu des envies de me mettre à mon compte. Donc voilà, ça revient, c'est cyclique. Et donc, il y a quelques années, c'était en 2007, si je dis pas de bêtises, j'avais repris des études pour passer un diplôme de responsable d'exploitation agricole. Et en fait, j'avais lancé une entreprise à vocation agricole. Donc, c'était pour faire du lait d'ânesse et du safran pour faire des produits. Voilà, donc rien à voir. Et en fait, alors c'était aux prémices, c'est-à-dire j'ai eu une petite année sur cette entreprise, mais qui était à côté de mon activité, donc c'était un démarrage un petit peu tranquille. Et en fait, j'ai pas poursuivi dans le sens où c'est là où Amazon s'est présenté à moi en fait, et où du coup voilà, j'ai bifurqué côté Amazon. Mais en fait voilà, j'étais déjà en train de faire autre chose qu'infirmière à ce moment-là. Et pendant que j'étais chez Amazon, j'ai encore eu d'autres projets parce qu'on ne s'arrête pas. Et on va dire le plus abouti, ça a vraiment été un projet le recyclage du plastique, mais en format low-tech et pas industriel. Donc là, j'avais fait des stages, j'avais tout mon business plan qui était prêt. Enfin, vraiment, c'était tous les voyants étaient ouverts. Et en fait, même quand j'ai déménagé, la maison que j'ai achetée avec mon conjoint, c'est parce qu'il y a un grand garage et que du coup, voilà, il était étudié pour mettre les machines et tout ça. Donc c'était quand Ah même assez oui. abouti comme projet. Ok. Et en fait, j'arrivais pas à m'y mettre. Enfin, j'arrivais pas à déclencher. Et j'ai compris par la suite qu'en fait, c'est parce que moi, ce que j'adore, c'est réfléchir, monter les projets, faire en sorte que ça tienne, que machin. Mais qu'en fait, moi, toute la journée, être devant une machine, faire fondre du plastique, en fait, c'était pas la partie qui m'éclatait, en fait. Donc, du coup, j'y suis pas allée. Mais c'est vraiment la réflexion que j'ai eue petit à petit. Bien sûr, c'est pas arrivé tout de suite. Et c'est là où, alors c'est drôle, c'est-à-dire que par hasard, il n'y a pas de hasard, mais voilà, je suis tombée sur une vidéo, en fait, qui expliquait le métier d'OBM. D'accord. Et j'étais dans ma voiture parce que j'écoutais beaucoup de podcasts sur la route du travail, etc., ou de vidéos. Et en fait, quelqu'un a présenté ça. Je crois que c'était une pub, enfin, je sais plus. Et vraiment, je me suis dit, bah, ça je coche, ça je coche, ça je coche, ça je coche. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon conjoint, parce que je sais que je peux m'emballer très vite pour des projets. Donc, je lui ai dit, écoute, j'ai entendu ça, qu'est-ce que t'en penses? Et pour la première fois, il m'a dit, ah ouais, écoute, ça a l'air de pas mal te correspondre. Donc, j'ai dit, bon, bah, je vais aller creuser de ce côté-là. D'accord, waouh. Ton parcours est très riche, mais dans tout ce que tu as fait, finalement, on voit que tu as mobilisé pas mal de compétences et de la posture d'OBM, c'est-à-dire que même dans notre entreprise, c'est ce qui m'a fait défaut personnellement en tant qu'entrepreneuse. Je voulais me lancer, je me suis lancée en tant que coach productivité, donc ça veut dire que j'accompagnais les entrepreneurs, mais pas du tout dans la structuration. Mais au final, ce qui me plaisait le plus, c'était bah, organiser mon entreprise. C'était exactement ce que tu viens de dire. Tu te rends compte que finalement, ce que tu aimes, c'est plus créer et structurer le projet, mais le gérer au quotidien,
ça t'emballe plus trop, tu C'est vois. ça. Donc, je me reconnais pas mal dans ce que tu décris. J'aimerais revenir parce que tu parles quand même d'une situation qui semble sur le papier très confortable. On parle d'un poste de responsable de service chez Amazon. J'imagine que tu avais sûrement la rémunération qui va avec. Et même si tu n'avais pas la rémunération qui va avec, tu as quand même une formation d'infirmière. C'est quand même un métier avec des besoins. On a l'impression qu'on va pas rencontrer d'infirmières qui vont galérer à trouver un travail, quoi. Donc finalement, sur le papier, tu as tout pour être ben, la salariée, confortable, avec un peut-être un bon salaire, sa petite vie tranquille, qui ne se prend pas la tête à devoir chercher des clients, à devoir créer des choses, à devoir se prendre la tête avec cet univers entrepreneurial. Donc moi, je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu n'étais plus alignée avec ce que tu faisais? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un aussi gros switch finalement? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, comme je t'ai dit, j'ai toujours eu un peu ces envies entrepreneuriales. Le projet, par exemple, avec le recyclage du plastique, je l'ai monté pendant que j'étais chez Amazon. Donc, j'étais déjà dans une démarche où je m'étais dit, voilà, j'ai envie d'autre chose. Mais effectivement, tu soulèves des très bons points. C'est-à-dire qu'il y a et à la fois le point bah, de la sécurité, en fait, hein, du confort et de la sécurité, et salariale, et bah, dans un monde qui est un peu compliqué, de se dire, bah, est-ce que voilà, je suis capable de créer quelque chose et sinon de retrouver un emploi en quittant une très bonne place, etc. Et aussi le côté où j'ai énormément aimé, en fait, moi, ces 7 ans chez Amazon et je suis pas partie parce que ça me plaisait plus. Et du coup, il y a eu vraiment aussi ce tiraillement à un moment de se dire, bah, il y a quand même beaucoup de choses que j'aime là-bas, mais effectivement, à un moment, j'ai des choses qui s'alignent plus et il faut passer le pas pour aller faire autre chose. Mais voilà, ça n'a pas été un claquement de porte. Il n'y a pas eu de problème, en fait. Je suis pas partie fâchée du tout et j'aurais pu y rester encore 7 ans de plus. Enfin voilà, c'était pas la question. Ce qui a fait qu'à un moment, j'ai eu envie d'autre chose. Tu le soulignes bien, c'est un désalignement. C'est-à-dire que à un moment, on va dire qu'il y a eu deux choses. Il y a eu à la fois dans le quotidien, parce que même si c'est une entreprise qui est très orientée à amélioration continue et vraiment on le vit au jour le jour, il n'y a pas de souci. Mais finalement, moi, ou mon poste en tout cas, voilà, moi j'étais responsable de la santé sécurité, donc autant vous dire qu'on avait des process assez costauds dans lesquels il fallait pas déroger, etc. Et en fait, j'avais des fois plus l'impression de passer mon temps à être garante de process que voilà, d'être dans la créativité, la résolution de problèmes, de pouvoir proposer des choses, etc. Et d'ailleurs, on rigolait beaucoup avec le responsable de l'amélioration continue du site, avec qui je m'entendais très bien. Et en fait, on était sur la plupart des projets ensemble. Mais ce qui était très drôle, c'est que lui proposait des choses. Et en fait, moi, mon rôle, c'était quasiment toujours de dire non parce que ça correspondait pas aux standards de sécurité de l'entreprise. Donc voilà, je lui disais, mais moi, je suis d'accord avec toi. Hein, mais là, moi, je peux pas te dire oui. Donc voilà. Donc le côté un peu frustrant, voilà, où finalement, ça manquait un peu de, je sais pas si c'est le mot, mais de créativité peut-être, Oui, ou de, voilà, non, en tout cas, de je pense que construire c'est quelque chose. clair. Ouais. Ouais, que c'est clair. Et bah, le côté aussi sens du travail. Voilà, moi bah, j'étais infirmière, ma mère était institutrice. Je pense que dans la famille, on a aussi ce côté de, on aime servir à quelque chose en fait et que ça ait du sens. Et à la fin, bah, alors j'aime pas dire ça, c'est filmé en plus, mais voilà, Amazon, on vend des livres quoi. Donc on n'est pas en train de changer le monde. Donc en fait, on a une énorme machine qui marche super bien, qui est hyper intéressante. Mais le but final, voilà, ça manquait un peu de sens pour moi. Donc voilà. Bah ouais. D'accord, donc ce qui a joué, c'est vraiment un désalignement. Mais j'imagine que parce que des personnes désalignées, il y en a plein. J'ai des appels découvertes avec plein de personnes désalignées, mais qui ont peur de sauter le pas. J'aimerais revenir à cet instant où tu décides de vraiment dire stop. Je sais que tu as démarré le programme, tu étais encore salarié. Il me semble que c'était à la fin de ton contrat. Qu'est-ce qui se passait dans ton esprit? Est-ce que tu as été challengé? Est-ce que ça a été facile pour toi d'arrêter ton contrat? Tu vois, partage-nous ce que tu as vécu. Si c'était challengeant, comment tu as réussi à prendre cette décision qui est difficile pour beaucoup de personnes? Alors, c'est clairement challengeant. Hein. Donc, au niveau de la temporalité, donc je découvre le métier d'OBM en septembre. Là, je me dis, bon, bah, c'est OK, moi qui voulais aller faire autre chose, je sens que c'est ça. Voilà, ça y est, j'ai vu la lumière au bout du tunnel, c'est ça que je veux faire. Je reviens de vacances, je dis à mon manager, écoute, l'année prochaine, je ne sais pas encore la date, mais c'est sûr que je vais partir parce que j'ai des projets. Donc voilà, c'était tout nouveau, tout beau, j'étais à fond. Très bien. J'ai commencé à faire plein de formations, business, e-learning, enfin voilà, pour vraiment aussi découvrir le monde du digital. Parce que pour moi, à ce moment-là, OBM s'adressait uniquement aux entreprises en ligne, en fait, et monde que je connaissais beaucoup moins bien. Donc vraiment, voilà, je pense pour me rassurer, j'ai mangé plein de formations. On pourra y revenir, je pense que j'aurais pas dû, mais voilà. Et toi, je te découvre complètement par hasard en décembre. Je sais plus, je crois que tu avais fait une publication LinkedIn parce que tu proposais une masterclass ou quelque chose comme ça. Donc vraiment en last minute, mais j'ai pas envie de dire 2 heures avant que j'ai vu la pub, mais c'était pas loin de ça, quoi.
Et donc, je me suis retrouvée là. Et du coup, bon, en fait, j'ai beaucoup aimé le discours qui était à la fois simple et pas bisounours, en fait. Chose qui m'avait beaucoup manqué dans les autres formations que j'avais pu faire, en fait. Où, voilà, j'ai eu des fois un peu l'impression qu'on me vendait du rêve. Voilà, et que j'ai pas forcément apprécié. Donc ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et le fait aussi, alors moi j'appelle ça des devoirs, mais voilà, qu'on ait des devoirs à faire dans ta formation, parce qu'à un moment, j'avais aussi besoin de me confronter en fait avec la réalité du terrain, avec quelqu'un qui fait le métier et qui est capable de me dire en fait où j'en suis et surtout les axes d'amélioration, parce que bah, tout seul dans son coin, je trouve que c'est compliqué. Donc voilà, ça a été vraiment la partie, on va dire, jusqu'à Noël, de vraiment intégrer le fait que oui, j'allais passer le pas et j'allais quitter. D'accord. Maintenant, il y a eu aussi la construction du projet qui a été moins simple que prévu. Donc au départ, j'ai demandé une rupture conventionnelle qui m'a pas été accordée. Alors, c'était pas vraiment une surprise parce que voilà, je savais que c'était pas on va dire la culture de l'entreprise d'accorder des ruptures conventionnelles, mais bon, j'ai quand même tenté. Et du coup, j'ai dû passer par le processus d'émission pour création d'entreprise avec Transition Pro. Ça s'est fait très vite en fait. J'épargne les péripéties, mais en gros, j'ai dû me décider très vite. C'est-à-dire qu'en un mois, j'ai dû faire tout le dossier pour passer parce que sinon les commissions en fait étaient trop tard par rapport à ma timeline à moi. Donc du coup, bah, ma conseillère à la PEC a beaucoup rigolé. Elle m'a dit mais j'ai jamais vu quelqu'un monter son dossier aussi vite. Parce qu'en 2 semaines, voilà, bref, j'avais tout fait. Et donc, je suis passée, ça m'a été accordé. Et après, j'avais 3 mois de préavis pour quitter. Mais jusqu'au bout, alors, à la fois, je montais un peu l'entreprise dans un sens, mais en fait, jusqu'au bout, j'étais encore tellement attachée à mon travail chez Amazon que voilà, j'ai été à fond jusqu'au dernier jour. De toute façon, le dernier jour, on avait un audit de certification. Donc, j'ai vraiment été à fond jusqu'au bout. Donc, je pense que ça m'a pris longtemps en fait de mûrir l'idée, alors que c'était déjà lancé. Je l'avais déjà annoncé, j'avais déjà posé ma démission, etc. J'avais 3 mois de préavis aussi. Donc, mine de rien, c'est long, quoi. Mais voilà, je me suis vraiment sentie créatrice d'entreprise et OBM qu'une fois que j'étais vraiment partie, en fait. Hmm. Donc, j'ai Donc, un peu comme c'est... commencé de zéro en juillet quand je suis vraiment partie. Oui, donc tu t'es formé avant de démissionner, c'est intéressant de le mentionner. Et t'as pas eu peur? On n'est pas revenu sur tes émotions. Le fait de déposer, quand tu as déposé ta démission, peut-être que ça t'a rassuré, le dispositif que tu avais. C'est intéressant ce que tu as dit, c'est que tu as Mm. pu bénéficier de ce dispositif. Là où moi, par exemple, j'ai démissionné parce que c'était trop tard d'ailleurs, sachez-le. Il y a certains dispositifs, si votre entreprise, elle existait auparavant, ben, on peut pas forcément en bénéficier ou alors il faut la fermer, en recréer une nouvelle, etc. Bon, moi, à l'époque, j'ai décidé juste d'y aller à fond. Mais du coup, c'est pas le même état Mm. d'esprit. Il y avait vraiment Mm. rien, il y avait pas de coussin. Et peut-être que ça t'a rassuré finalement de savoir que tu pouvais lancer ton activité tout en ayant finalement, ce sont des droits au chômage. C'est ça que tu perçois ou ça fonctionne différemment C'est ça, d'ailleurs? non, c'est des droits au chômage, mais c'est pendant 60% du temps normal de droit au chômage. Donc D'accord. en gros, ça représente 10, 11 mois, quoi. D'accord, Mais ok. oui. Alors moi, clairement, sans ça, je pense que par contre, j'aurais jamais passé le pas. D'accord. Tu vois, Parce c'est intéressant de oui. parler de ça. En fait, sortant d'une situation confortable, en tout cas pour moi financièrement, et où mine de rien, bah, dans la vie, voilà, j'ai un crédit immobilier, j'ai des frais, des animaux, des choses comme ça. Alors, j'ai de la chance, entre guillemets, j'ai pas d'enfant. Donc, il y avait quand même pas cette pression-là en plus. Mais voilà, j'ai des frais fixes tous les mois. Effectivement, moi, je serais jamais partie pour rien, en fait. Ça aurait pas été possible. Donc, le fait d'avoir, voilà, de me dire, bah, ça me laisse 10 mois pour essayer de développer quelque chose. Et au pire, bah, si ça marche pas, au bout de 6 mois, j'ai toujours, ça me laisse encore du temps pour retourner dans le salariat. Et aussi, je pense que ce qui m'a vraiment rassurée, je reste avec un diplôme d'infirmière. Je suis toujours inscrite à l'ordre infirmier. Donc, même si ça fait 7 ans que j'ai pas exercé, à tout moment, si vraiment j'ai un problème, je peux retourner, ne serait-ce qu'en intérim, être infirmière. Et ça, je pense Ouais. que moi, ça me sécurise suffisamment en fait pour me dire, bah, allez, c'est le bon moment. Il faut essayer aussi de suivre un peu son envie en ayant quand même voilà, des plans B si jamais c'est la cata. C'est Mhm. exactement ce que je disais dans ton introduction, que c'est quand même ce métier est un gage de sécurité très long terme. Donc je comprends, donc c'est hyper intéressant de revenir sur ça, sur ton contexte qui fait que tu as pu lâcher, tu vois, ton travail un peu plus facilement grâce à cette sécurisation financière sur quelques mois et aussi la garantie d'avoir derrière toi une expertise, un métier que tu peux retrouver un peu plus facilement que certains autres métiers. Donc merci pour ta transparence par rapport à ça parce que bah j'ai bien aimé le fait que tu dises que si tu n'avais pas ça, tu Mhm. te serais pas lancé. Parce que ben, peut-être que certaines se posent des questions et tout le monde n'y va pas non plus. Voilà, je démissionne. Et en fait, non, la plupart des membres de projet OBM sécurisent quand même les choses. Soit elles mettent de côté. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui sont en mode du jour au lendemain.
Souvent, en plus, les profils intégrateurs, on a un peu réfléchi. Bon, moi, il se trouve que dans mon histoire, c'était pas ça. Il y en a certaines aussi qui passent par là, mais je vous montrais que le storytelling de on quitte tout du jour au lendemain n'est pas forcément l'histoire de 100% des entrepreneurs que vous croisez sur le web. Donc, merci d'avoir parlé de ça. J'aimerais revenir sur une partie de ta transition. Tu expliquais t'être beaucoup formé, énormément formé, et je sais que on a beaucoup parlé, toi et moi, parce que moi, je suis pas contre la formation. Il y a un moment où, des fois, ça vient cacher certaines choses, tu vois. Et j'aimerais qu'on revienne sur cette partie-là. Qu'est-ce que tu cherchais à travers toutes ces formations que tu as pu faire, etc. Est-ce que tu penses que tu avais besoin de te sentir légitime? Est-ce que c'était un désir d'être vraiment compétente pour tes clients? Quelle était ta motivation et qu'est-ce que tu as tiré finalement? Parce que on peut s'appuyer sur ton retour d'expérience. Toi qui as fait plein de formations, que ce soit OBM, que ce soit aussi des formations pour t'imprégner de l'univers du business en ligne. J'aimerais bien avoir ton retour Mm. sur C'est- cette envie de formation. Non, clairement, ça cache ou ça cache à peine une question de légitimité en fait. Avec bah voilà le côté à la fois c'est un univers que je connais pas parce que comme je t'ai dit au départ, moi pour moi je pensais que c'était vraiment pour du business en ligne et je me suis dit même s'il y a des grandes lignes qui sont communes, bah c'est un univers que je connais pas donc bien sûr qu'avant d'y aller, il faut que j'ai quand même des certaines connaissances et compétences, mais aussi vraiment ce côté, alors peut-être un peu bouton magique, de se dire, bon, ok, je me lance dans l'entrepreneuriat, mais je vais tout bien faire, un peu bon élève, je vais suivre les formations, je vais faire ce qu'on me dit, comme ça, j'ai 100% de chance de réussir à la sortie. Je pense que voilà, il y avait aussi un peu ça derrière, parce que du coup, j'ai même pris des formations sur des sujets que finalement, quand je les faisais, je me disais, ben, enfin, je le sais, je l'ai déjà fait dans l'autre. Enfin, c'est comme si j'attendais en fait de découvrir le truc d'un coup divin qui allait s'aligner devant moi et qui allait me montrer que c'était la bonne voie. Donc c'est pour ça que je dis qu'après je le regrette un peu, mais a posteriori, c'est-à-dire que quand j'y étais, bah voilà, c'était l'émotionnel qui prenait le pas et bah, je pense que ça m'a aussi rassurée, même si du coup effectivement j'ai investi beaucoup peut-être dans des choses voilà qui m'ont pas forcément servi par la suite. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, c'est aussi quelque chose auquel je fais attention maintenant parce que bon, après, ça dépend des caractères. Moi, j'ai toujours été aussi un petit peu comme ça. Je suis très friande d'apprendre, de formation, de toute ma vie. J'ai fait des tas de formations, de plein de choses. Mais voilà, de me dire attention, maintenant, quand tu as envie, est-ce que ça vient vraiment d'une envie ou est-ce que derrière, c'est pas un peu de la peur où tu te caches, où tu penses que ça va être un peu miraculeux? Et voilà, j'essaye vraiment de faire la part des choses avant d'y aller parce que. Ouais, j'aime bien ce que tu dis sur le fait de te poser la question avant, parce que quand on commence à acheter, par exemple, la même formation sur la même thématique, là, il y a quand même un indicateur. J'aime beaucoup l'idée de, moi, la formation, je crois beaucoup aux compétences, tu vois, je parle d'un métier d'OBM, où pour moi, lorsqu'on apporte une expertise à un client, il y a une compétence derrière à maîtriser, donc la montée en compétence, c'est quelque chose d'essentiel. Par contre, le problème, ce serait de faire 40 000 formations, j'abuse sur le chiffre évidemment, personne ne fait 40 000 formations, mais en faire beaucoup pour combler un problème qui est plutôt lié à la façon de percevoir sa valeur, enfin des sujets qui n'ont rien à voir avec la formation, tu vois. Donc ce que j'aime dire, pour celles qui sont pas encore formées, je sais qu'au sein du programme, il y a des personnes qui ont fait d'autres programmes. Encore lors des appels découvertes, certaines sont dans d'autres programmes et viennent me questionner. Moi, ce que j'aime demander, j'aime beaucoup revenir sur qu'est-ce que projet OBM peut t'apporter en plus, tu vois. Mm. Parce que si tu sens que tu es juste en train de chercher encore à couvrir ta légitimité, etc., ben non, n'investis pas encore dans un programme. Et très souvent, et c'est ce qui fait la différence, tu l'as dit, finalement, ça avait un sens pour toi, c'est que tu voulais un retour d'expérience, t'entraîner, etc., ce que d'autres programmes ne fonctionnent pas. Donc ça peut avoir un sens, mais toujours aller challenger. Qu'est-ce qui me motive à prendre ce programme? Est-ce que c'est chercher de la légitimité? Est-ce que je suis en train de courir après le syndrome de l'objet brillant parce que c'est nouveau, que je ne connaissais pas? Voilà, posez-vous, surtout qu'on est dans le milieu du business en ligne, il y a plein de formations qui existent, plein de coachs, plein d'approches. Donc faites des choix qui sont vraiment alignés avec vous et n'ayez pas peur de prendre un petit recul. Je sais que ça se fait beaucoup en ce moment d'avoir des calls avec des closers qui vous mettent la pression, etc. Ne vous faites pas avoir, entre guillemets. Je suis pas en train de tirer une balle dans le milieu, etc. Moi, j'ai pas encore de closer, mais peut-être que j'en aurai bientôt. Je suis juste en train de vous dire que vous avez le droit de réfléchir à vos achats, de prendre du recul, de choisir ou pas une formation. Et voilà quoi, on a cette liberté et le marketing est fort.
mais ne cédez pas à des choses qui vont vous faire regretter, etc. Voilà, sur du plus long terme. C'était important de revenir là-dessus, parce Mhm. qu'aujourd'hui, les peurs des personnes sont monétisées. Je veux pas qu'on rentre dans ce schéma-là. On n'est pas là pour surfer sur... Moi, j'aime travailler avec des personnes qui savent qu'elles ont un besoin, mais du coup, un besoin. Elles n'ont pas peur, elles ont envie d'évoluer, elles ont envie de monter en compétence. Il y a une différence entre j'ai peur de ne pas y arriver ou j'ai peur. Il y a une différence quand même de posture. Donc, c'est important qu'on revienne dessus. Et si je Mais peux me permettre juste de rajouter, pour éventuellement des gens qui connaissent pas du tout voilà, le monde de l'entrepreneuriat, etc., on est aussi des très bonnes cibles parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dont eux, l'activité, c'est d'aider des gens à se lancer. Donc il y a quand même un business autour de ça. Il y a des gens qui ont du contenu qui est très bien, hein. Je crache pas oui, du tout dessus. Et il y a beaucoup de formations que je regrette pas. Mais par contre, voilà, faut aussi en avoir conscience, c'est-à-dire que bah, on est leur cible en fait. Donc du coup, voilà, on a l'impression à chaque fois que l'autre, il a réinventé la poudre et que voilà, ça y est, ça s'aligne, c'est nous. Mais il y a beaucoup de marketing derrière, avec des fois des résultats, enfin, franchement, qui sont pas très concluants ou en tout cas qui s'adaptent pas. Mais je suis aussi beaucoup tombée au départ dans le côté, bon, bah, je vais faire exactement ce qu'on me dit, etc. En gros, et du coup, de rentrer dans une espèce de case, en fait, de OK. Donc, pour se lancer en freelance, dans l'entrepreneuriat, il faut faire ci, il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut faire tant de posts par semaine, il faut faire machin, il faut utiliser ça, il faut des nains. Il y a des choses que j'ai faites, il y a des choses que j'ai pas faites parce que vraiment ça s'alignait pas. Enfin, moi, j'ai eu des conseils terribles dans le sens où ça vraiment ça s'aligne pas avec moi, où on m'a clairement conseillé et dans plusieurs formations, en gros, de faire de la prospection à froid de masse, contacter 100 personnes par jour. C'est mathématique. ah, À la fin, il y en a bien par qui va jour. signer. Oui. Euh, Précisons que ce n'est pas chez Projet OVM. non, ce n'est pas chez Projet OVM. Mais c'est aussi quelque chose qui est dans l'air du temps et avec lequel moi, je ne suis pas alignée. C'est pas du tout ma manière de faire, c'est pas là où je suis à l'aise. Et en plus, moi-même, quand je reçois plein de mails de prospection, que je vois qu'ils sont pas du tout personnalisés, que c'est juste un espèce de mail générique qui est parti chez tout le monde, ça m'agace en fait. Donc, j'ai pas envie, voilà, d'être juste quelqu'un qui pollue les boîtes mail des autres comme tout le monde, quoi. Donc, il y a Ouais. ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu le moment où je me suis dit, bon, bah, ok, je sais pas, donc je vais tout faire bien comme on me dit. Et ce moment, voilà, qui prend un peu de temps, on se dit, mais il y a des choses, ça s'aligne vraiment pas avec moi. Comment je vais trouver ma manière de faire tout en écoutant quand même des conseils, mais voilà, en me les appropriant un peu avec ce qui résonne pour moi, quoi. Ouais, très important. Je rebondis encore sur ce que tu dis. Donc, en plus, on se forme, mais aussi, on n'hésite pas à toujours faire le tri, parce que des fois, tout ce que quelqu'un sur le web, que ce soit un mentor, une formatrice, un formateur et tout, dit, des fois, ça s'applique pas à ce que vous avez envie de faire. Donc, n'oubliez pas que vous avez entrepris aussi pour avoir une forme de liberté, créer votre activité, celle qui vous ressemble, etc. Donc, toujours revenir à votre vision, vous appuyer de ce qui vous est utile dans le programme et challenger vos pensées. Si vous n'êtes pas aligné avec cette partie-là, vous la mettez de côté, vous êtes tout à fait en droit de le faire. Donc justement, tu parlais de prospection. Aujourd'hui, donc tu es arrivé dans le projet OVM en décembre 2024. Tu as fait ton petit parcours, tu t'es formé, etc. Je sais que sur la fin de l'année, tu as eu tes premières missions, mais je sais également que ton démarrage n'a pas été hyper simple, même avec le nombre de formations que tu as suivies. Et je suis très contente de pouvoir avoir cet échange avec toi là-dessus, pour montrer que les démarrages peuvent parfois être challengeants. Donc revenons sur, tu te lances, donc en juillet 2025, tu dis que c'est comme un nouveau départ pour toi, puisque tu finis ta mission chez Amazon. Et là, j'imagine que tu te dis, c'est trop bien, je vais me lancer en tant qu'OBM. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'y prends pour trouver tes premiers clients? Et dis-nous comment ça s'est passé. Alors du coup, bon, moi c'est pas ma partie où je suis très très forte, hein, prospection, je vais pas vous amener la lumière, hein, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour moi? En fait, au départ, quand je me suis lancée, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux perso en disant je me lance et du coup, bah, j'aimerais bien échanger en fait avec des gens de tous bords, mais qui eux sont entrepreneurs, juste pour comprendre un peu leurs besoins et comprendre à un moment comment ça peut matcher en fait. Voilà, entre l'idée que j'ai du métier, ce que moi je peux apporter et les vrais besoins du terrain. Donc c'était plus en mode un peu interview, voilà, pour échanger, pour comprendre. De là, donc j'ai fait plusieurs entretiens. Et il se trouve que tout de suite, en fait, en juillet, ça a super bien matché avec une personne, en fait, qui lançait un programme en ligne. Donc elle avait un business physique, très, très physique, puisqu'en fait, elle était dans les chevaux. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, parce que moi, j'ai des chevaux aussi. Bref. Et du coup, elle voulait lancer un programme en ligne. Mais en fait, en discutant, on a vraiment bien accroché. Et elle, bon, elle n'avait pas de budget. Et puis moi, j'avais pas de légitimité encore, donc tout allait bien.
Et donc, je lui ai proposé en fait d'être ma cliente bêta test. Donc, moi, je l'ai accompagnée pendant 3 mois pour son lancement et en échange, moi, j'ai participé après sa formation. Donc, voilà. C'était un échange de bons procédés, mais D'accord. ça m'a vraiment permis, durant l'été, en fait, sans pression, de vraiment me mettre dedans. Et en plus de voir vraiment, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un business en ligne et ses particularités. Et sachant que c'était vraiment un cas d'école parce qu'on est reparti du départ, c'est-à-dire qu'en fait, le parcours client, ça allait pas, les réseaux sociaux, ça allait pas. Je la taquine en plus avec ça, mais je suis arrivée, j'ai ouvert son Linktree, là. Il y avait 17 liens différents. Je lui ai dit, mais moi, je suis ta cliente, je veux t'acheter un truc. Franchement, je ne sais pas où est-ce qu'il Je faut sais aller. pas. Donc Oui. voilà, c'était rigolo parce qu'on a vraiment repris du départ. Elle, le stéréotype vraiment du profil créatif, 25 idées à la minute, qui avait commencé des tonnes de choses et qui les a jamais finies. Donc je lui ai dit, bah, attends, on va prendre une, celle qui est la plus aboutie, on va la lancer en septembre à la rentrée, et puis voilà, on va faire les rétro-planning, tout ça. Enfin, du coup, c'était vraiment très intéressant. Et arrivé mi-septembre, donc du coup, bah voilà, le lancement était fait. Donc, on va dire, c'était pas une mission, mais voilà, en tout cas, bon, si on va appeler ça une mission, elle s'arrête. Et là, j'ai vraiment eu un passage à vide, en fait, hein, pendant 15 jours, 3 semaines, en me disant, oh mon Dieu, mais en fait, du coup, bah, j'avais pas prospecté, vous avez bien compris. Euh, j'avais fait mes posts sur les réseaux sociaux, comme on m'a dit, mais à part ça, voilà, il n'y avait pas grand-chose. J'avais pas énormément travaillé sur ma posture parce que j'étais encore très scolaire sur bah, qu'est-ce qu'une OBM, qu'est-ce que c'est les définitions, donc très très généraliste en fait sur la chose. Enfin voilà, j'étais vraiment dans ce flou un peu qui je pense est normal quand on se lance, mais en fait du coup j'avais pas progressé dessus parce que j'avais bien laissé ça de côté, bien dans le déni, donc tout allait bien. Et vraiment en septembre, voilà, le moment où je me suis retrouvée un peu seule face à moi-même, à me dire ah ouais mais en fait bah t'es 3 mois plus tard, t'as que 10 mois de chômage, ça va être challenging en fait, voilà, compliqué. Et là, ce qui m'a vraiment soutenue, ça a été la communauté en fait de Projet OBM, parce que voilà, on est une communauté, on discute et forcément il y a des gens avec qui voilà, il y a des grosses affinités et vraiment de pouvoir en parler, de pouvoir échanger sur nos peurs ou même sur nos astuces ou comment tu fais ou comment tu te présentes, etc. Donc de brainstormer aussi, ça a été un vrai soutien parce que j'ai vraiment eu le moment où je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que tu as fait quoi? Mais tu as Bah, on a quitté un échangé super ensemble. poste. Je me rappelle, tu étais venu me parler. Je me rappelle, tu me disais, est-ce que je peux te citer des personnes parce que tu avais besoin de te reprojeter et tu remettais en question tout. Et je pense que, je crois que je t'avais dit que c'était normal parce que des fois, on peut tellement idéaliser les choses, mais parce que justement, on parlait de marketing. Et je trouve que c'est difficile même pour moi d'être transparente, mais aussi je dois être inspirante en tant que mentor. Je dois inspirer, mais aussi j'ai ce côté de transparence et trouver l'équilibre n'est pas tout le temps simple parce Mm. que j'ai envie de dire que c'est possible parce que j'y suis arrivée et je crois que c'est possible. Mais sur le chemin, c'est pas forcément toujours tout rose et c'est pas facile non plus. Et du coup, quand t'es venu vers moi, moi je savais que c'était une phase qu'on pouvait rencontrer. Et je pense que quand tu dis que tu as échangé avec des membres de la communauté, c'est aussi parce que ben ça fait partie de la réalité et que vous avez pu vous soutenir. Mais ouais, je me rappelle très bien de cette phase où tu remettais tout en question. On peut mettre des mots là-dessus. Tu te demandais est-ce que j'ai fait une erreur de me lancer? Est-ce que je suis vraiment faite pour être OBM, tu vois? Et même, est-ce qu'il y a vraiment, du coup, je m'en souviens, Oui. là, que tu m'en reparles, c'était vraiment, je me dis, mais est-ce qu'il y a des gens qui vivent vraiment de ça, en fait? Parce qu'à Ouais. force d'avoir côtoyé que des OBM apprenants, et dans ton programme, et je faisais aussi partie d'un autre programme, et en fait, je me disais, mais finalement, ça faisait pas tout à fait un an, mais je côtoie que des gens aspirants OBM, mais des gens qui en vivent, en fait, bah, j'en côtoie pas. Et j'ai commencé aussi vraiment à me dire, mais finalement, est-ce que, voilà, on nous dit partout, ça y est, c'est le futur métier, quoi, à la mode, mais finalement, est-ce que c'est vrai, quoi? Donc oui, oui, j'ai eu vraiment cette phase-là. Ouais, j'ai eu 3 semaines un peu compliquées, soyons clairs. Mais Comment t'en ouais, es ouais, sortie? Parce qu'il y a eu quand même une fin à cette, enfin une oui, fin. heureusement. Mais Parce que l'entrepreneuriat sont les montagnes russes, des fois c'est par vague. En tout cas, il y a eu une fin à cette phase-là. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Comment t'as réussi à sortir de cette spirale infernale de pensées négatives, etc. hmm. En fait, ça a vraiment été donc à la fois aller chercher du soutien, mais pas que du soutien, c'est-à-dire pas juste d'avoir des gens qui disent oh ma pauvre, oui, je comprends, c'est difficile. C'est pas ça. C'est le soutien et le challenge aussi qui va en face. Et donc pour ça, ça a été vraiment une première étape et aussi de me mettre en action, c'est-à-dire vraiment de dire bah ok, cette semaine, enfin, je liste 2 trucs qui seraient vraiment importants pour mon business, pas des trucs que j'ai envie de faire, pas les trucs, non, les trucs que je procrastine alors que je sais il faudrait que je les fasse, c'est juste que j'aime pas les faire, ou je suis pas convaincue, ou ça me challenge trop. Et quel est le plus petit pas que je peux faire dans ce sens-là? Donc ça a été des trucs très bêtes, hein. J'ai imprimé des cartes de visite.
Je suis allée à des événements business auxquels j'ai absolument rien fait, hein. Mais je m'étais voilà, donné le challenge, tu y vas et tu donnes ta carte de visite à au moins une personne. Bon, bah, j'ai fait ça, ça a servi à rien, hein. Mais ça m'a mis dans une dynamique, ça m'a permis de rencontrer des gens, de voir comment eux se présentaient, même s'ils n'étaient pas du tout dans le même business. Mais voilà, de voir un peu, de sortir de ma grotte en fait, plutôt que de rester chez moi à ruminer, bah voilà, de voir un petit peu l'extérieur. Puis c'est vrai, alors moi, la question de la prospection, elle a toujours été compliquée. Elle l'est encore. J'ai toujours pas trouvé ma manière de faire. Mais c'est vrai que c'est des choses aussi où j'ai pas mal échangé avec d'autres freelances. Ça a vraiment été aussi un peu la question et de voir qu'il y avait d'autres manières qui étaient possibles. Ça m'a un peu, voilà, rassurée. Et vraiment, c'est ça, de mettre des petites actions. Ouais. J'aimerais rebondir sur l'aspect prospection. Faut savoir qu'aujourd'hui, on peut trouver des clients de plein de façons différentes. Maintenant, l'avantage de la prospection, c'est la rapidité. Enfin, généralement, par exemple, au sein de projet OBM, je vais toujours recommander la prospection parce que lorsqu'on est inconnu sur le web, qu'on n'a pas d'identité sur le web, qu'on ne sait pas qui tu es, etc., le meilleur moyen d'avoir un résultat rapide et de vivre de son activité, c'est d'aller au contact des personnes que l'on peut aider. En fait, ce qui va changer des différents moyens, ça va être souvent le timing. Par exemple, la création de contenu, c'est pas mauvais. Mais c'est une stratégie long terme. Quand on veut vivre de son activité rapidement, c'est rare que, bah, tu vois, Marion, qui ne faisait pas de contenu avant, poste un post, dit, je suis OBM, et il y a quelqu'un qui dit, oh, j'ai besoin d'une OBM, et je la contacte, et il travaille. Franchement, il y a une part, un facteur chance. Mais c'est quand même une histoire, qu'on entend peu souvent. Donc voilà pourquoi la prospection est souvent valorisée. Moi, j'encourage à faire de la prospection, personnalisée. Mais encore une fois, certaines personnes ont vraiment du mal à y aller, et c'est ton cas. Et on peut voir dans ce que tu vas raconter que bah, parfois, des concours de circonstances font que, bah voilà, t'arrives à te dépatouiller. Oula, ma lumière s'est arrêtée. Rendu la main. Elle a rendu l'âme. Mais voilà, qu'est-ce que tu as fait de ton côté pour sortir de cette phase et quand même trouver ton premier client? Parce que oui, spoiler, elle a fini par trouver une première mission. Donc je veux bien que tu nous parles de ça. Et si tu as envie aussi d'approfondir comment tu as travaillé cet aspect par rapport à la prospection, n'hésite pas aussi. Hmm. Du coup, juste pour remettre un peu dans le contexte, donc moi, j'avais commencé la création de contenu sur LinkedIn depuis le mois de mars-avril, à partir du moment où j'avais donné ma démission de mon CDI. Donc, bon, bah, en étant pas très bonne au début, enfin, je dis pas que je suis bonne maintenant, mais en étant vraiment mauvaise au début, mais c'est normal, c'est le début. Donc, je le dis juste aussi pour les gens, il faut accepter en fait d'être pas bon au début parce que bah, on est obligé de passer par là, sinon on fait jamais rien dans voilà, la création de contenu, etc. Donc, j'avais fait ça en ayant l'impression que ça marchait pas du tout. Mais bah, pareil, du coup, troisième trimestre, en fait, j'ai des gens de réseaux professionnels dans lesquels je suis qui ont commencé à me parler de mes contenus, alors que c'est des gens qui ne likaient pas, qui ne mettaient aucun commentaire. Donc moi, j'avais juste l'impression que je mettais des coups d'épée dans l'eau. Et en fait, j'ai commencé à avoir plusieurs personnes qui m'ont parlé en fait en me disant, oh, j'ai vu ça, c'était vachement intéressant, etc. Donc je me suis dit, ok, non, il y a quand même vraiment quelque chose. Ça construit quand même vraiment quelque chose en fait derrière. Mais ça se suffit pas en lui-même. Voilà, comme tu disais, en fait, c'est pas miraculeux. C'est pas parce qu'on fait un post que d'un coup on tombe pile poil sur la personne qui a besoin et go, on y va. Mais voilà, ça construit quand même une assise et dans le regard des gens, mais et aussi, je trouve, dans son propre regard. En tout cas, dans mon cas, ça a été ça. Oui. C'est-à-dire de se dire finalement, voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, quel est mon angle différenciant, voilà, de quoi j'ai envie de parler, comment j'ai envie d'être perçue. Donc ça a été le côté, voilà, vraiment réseaux sociaux. Après, bah, j'ai essayé de cultiver Enfin, j'ai essayé de cultiver. Je le faisais naturellement déjà avant, mais j'ai continué à aller dans des réseaux avec d'autres entrepreneurs, voilà, par exemple de mon ancienne école de l'EM Lyon, voilà, des réseaux dans lesquels j'étais. Et mine de rien, bah, voilà, les gens étaient au courant de mon projet, etc. Donc à chaque fois, ils demandent un peu des nouvelles. Et ça aussi, c'est challengeant parce que bah, quand on te dit, OK, mais tu fais quoi concrètement, bah, des fois, c'est compliqué en fait d'expliquer rapidement. Et du coup, à chaque fois, de se redire, OK, bah, comment je peux expliquer le plus simplement possible. Et en plus, moi, je fais partie de l'école qui dit que quand quelque chose est clair dans sa tête, on est censé pouvoir l'expliquer très facilement. Et donc, quand je voyais que je galérais à expliquer ce que je voulais faire, je me disais, c'est que c'est toujours pas clair pour toi ce que tu as envie de faire, en fait. Et exactement. Donc, voilà, il y a eu pas mal d'itérations comme ça. Et aussi bah, sur ma cible, dans le sens où ce qui est un peu compliqué, c'est que, en tout cas pour moi, quand on peut faire plein de choses différentes avec plein de types de personnes différents, parce enfin, on sait s'adapter beaucoup au contexte. Et moi, c'est ce qui me nourrit aussi, la diversité de faire des choses différentes, de rencontrer des gens de milieux différents, etc. Bah ouais, mais en fait, du coup, on dilue complètement son discours. Donc aussi d'accepter à un moment de se dire, bah, faut commencer par quelque chose. Ça ne veut pas dire que ce sera pour toute la vie,
c'est pas un enfermement, mais en fait, à un moment, effectivement, il faut réussir à parler à quelqu'un au départ. Donc, il y a vraiment eu tout ce cheminement au fur et à mesure. Et mon opportunité, elle est arrivée en fait de mon réseau perso, enfin perso pro. C'est une entreprise physique qui m'a appelée parce que dans son comité de direction, il y avait une personne avec qui j'avais déjà travaillé auparavant chez Amazon. Et voilà, et du coup, ils ont pensé à moi. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au-delà de OBM, en fait, voilà, moi, j'avais, comme je vous ai dit, j'ai passé 7 ans en multinationale, donc j'ai baigné un peu dans cet environnement-là, que j'ai adoré. J'ai passé un master en management des entreprises et j'ai aussi passé toutes mes certifications en lean management. Donc, du coup, je suis black belt en lean management, donc qui est finalement de l'optimisation de process, mais on va dire un peu plus souvent de process industriels. Voilà. Industriel, oui. Donc, c'est très complémentaire avec le métier d'OBM parce que finalement, on optimise un business. Alors, l'image que je m'en fais, en tout cas que je m'en faisais d'OBM, c'était plus en ligne, donc finalement plutôt des process administratifs, des choses comme ça. Donc, c'est un peu le pendant de ça, mais avec vraiment des business physiques, avec des machines, de la production, voilà. Et donc, j'ai eu cette première opportunité. Alors, bon, j'y suis allée, évidemment, mais en étant, voilà, en me disant, mon Dieu, moi qui ai des problèmes de légitimité, ok, tout va bien. On parle d'une PME, on parle d'enjeux hebdomadaires voilà, à plusieurs zéros derrière. Et eux avaient un problème, c'est qu'ils avaient grandi très très vite. Ils avaient fait de l'hypercroissance ces 3 dernières années. Ça a passé. Là, ils reprenaient une phase d'hypercroissance. Et en fait, ils se sont dit, ça passera jamais. Il faut qu'on augmente notre production de 20% d'ici 3 semaines pour répondre au carnet client. Et on sent bien qu'on n'y arrive pas. Donc voilà, ça a été, le point d'appel a été celui-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis un pied là-bas. Et effectivement, voilà, là, il y a eu une vision 360 en fait en arrivant. Et je pense que là, ça rejoint aussi pas mal la posture d'OBM. C'est-à-dire, c'est vraiment le cœur du métier de se dire, j'arrive quelque part, ok, on m'appelle pour un problème, une chose. Mais en fait, moi, ma force, elle est d'arriver, d'être neutre, de regarder tout ce qui se passe, de parler avec les gens et de prendre ce recul en fait que le dirigeant ou les équipes en place ne peuvent plus prendre parce que ils sont impliqués dedans, il y a l'émotionnel, puis il y a ce qu'ils voient plus parce que c'est leur quotidien. Et justement, d'amener ce recul-là et de leur dire, OK, tout ça, c'est des super idées, mais en fait, on ne va pas lancer 20 choses en même temps. La priorité, elle est là, on va faire ça et on va le faire jusqu'au bout et de manière à ce que ce soit périn, c'est-à-dire c'est pas pour que dans 6 mois, plus personne l'utilise. Et après, on passera à la step d'après. Et souvent, je trouve que c'est ce qui leur manque aux entreprises. Parce que des idées, elles en ont, ça y a pas de problème. Identifier des problèmes, elles le font globalement bien. Mais c'est OK, comment en fait on avance et on avance vraiment pas, on s'agite dans tous les sens pour essayer de faire des choses. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant. C'est pour ça que j'avais hâte de t'interviewer. Parce que je me suis rendu compte que... Alors là, je vais sortir un gros truc, mais je me pose même la question de changer peut-être le titre, etc. Parce que je trouve que le mot OBM, malheureusement, il limite trop de profils intégrateurs. Parce qu'au final, moi, je pense qu'on est entrepreneur pour répondre à des besoins. Et que peu importe le titre, peu importe l'appellation, et j'estime aussi qu'une OBM ne doit pas être une OBM à l'aise que dans un contexte. Parce que c'est pas une compétence contextuelle de savoir gérer des projets, de savoir prendre du recul, de savoir analyser des problèmes, de savoir coordonner, de savoir rédiger des process. Pour moi, c'est pas lié au contexte du business en ligne. Bien sûr qu'il y a une part de connaissance, parce que le secteur du business en ligne a des pratiques, etc. Mais je trouve tellement dommage qu'aujourd'hui, on limite ce métier à ça, alors que, justement, il y a une demande. J'échange beaucoup avec un partenaire qui place des OBM aussi dans des TPE, PME. Il y a de la demande, il y a besoin de personnes qui sont externes aux entreprises. Ils ont peut-être pas besoin de quelqu'un à temps plein, etc. Ils veulent une expertise externe. Du coup, ça veut dire qu'il y a une part des OBM qui n'ont pas accès à ce marché parce qu'elles se limitent beaucoup uniquement au business en ligne. Et je trouve intéressant de voir que tu arrives, bon là, il y a quand même un contexte industriel, mais il y a d'autres types de PME qui sont vraiment dans une phase de digitalisation où on peut retrouver des mêmes problématiques qu'on a d'hypercroissance qui se passe dans le business en ligne et transposer pas mal de choses. Je Et vois que tu veux rebondir. ouais, parce que même hors digitalisation, moi j'ai des collègues OBM par exemple qui se sont spécialisés dans les TPE ou petites PME du BTP, où souvent il n'y a pas du tout de digitalisation, voilà. Mais en fait, le cœur est le même, c'est-à-dire de se dire, ok, en fait, on a des gens qui sont experts de leur métier, mais par contre, sur la gestion d'une entreprise, sur le fait qu'ils puissent partir en vacances 15 jours et que la boîte, elle continue de tourner parce que les autres savent exactement ce qu'il faut faire, ou que si demain on perd un salarié, on est capable d'onboarder rapidement quelqu'un d'autre. En fait, c'est ça, c'est de créer le système qui va autour et de passer un petit peu du mode artisan. J'ai une entreprise où je fais, voilà, je suis hyper indispensable, etc. Au mode, j'ai un système en fait qui fonctionne. Et je pense que vraiment la plus-value, elle est là. Et effectivement, il y a beaucoup d'entreprises physiques en fait qui ont besoin de ça.
Et c'est pour ça d'ailleurs que toute la refonte de Projet OBM, elle est autour de ça parce que avec 2 ans de recul, je Mm. réalise que au-delà du business en ligne, il y a vraiment le fait d'intégrer que notre valeur ajoutée, elle est pas dans le contexte, elle est dans la posture et c'est ce que j'aimerais vraiment mettre en avant du coup plus dans le programme, apprendre des principes que tu es capable de mobiliser dans n'importe quel contexte. Et mon rêve, c'est de former des OBM qui se sentent assez équipés pour se détacher du contexte et arrêter de s'auto-saboter. Bah, non, j'ai jamais travaillé avec une entreprise de BTP. Ton métier, c'est pas d'être experte en BTP, experte en business en ligne, Ah, experte. Ton métier, c'est d'être celle qui prend du recul, qui est capable de coordonner, etc. Et c'est ce que je vais rabâcher. Donc là, tu es en train d'être mon cas pratique idéal, tu vois, parce que je voilà. trouve que tu as très bien réussi à faire ça. C'était une belle opportunité pour toi. T'es là-bas depuis combien de temps maintenant? Et qu'est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Enfin, t'en as un peu parlé, mais voilà, c'est ta première mission. Je sais que d'ailleurs, ça peut pas être la seule motivation, mais ce type d'entreprise, forcément, elles ont plus de budget. Je sais que la facturation, elle est aussi intéressante. Donc aujourd'hui, avec cette première mission, comment tu te sens, vu que c'est l'une des premières missions où réellement tu es rémunéré en mettant, en tout cas, je dirais, ton profil intégrateur de manière indépendante au service d'une entreprise, tu vois. Parle-nous de cette première mission et dis-nous comment ça se passe pour toi. J'y suis depuis mi-octobre. Alors, ce qui était très drôle, c'est que donc du coup ils m'ont appelé, je suis venue voir en fait. Voilà, ils m'ont demandé bah est-ce que je pense être une personne appropriée par rapport à leurs problématiques. Donc moi qui ai des questions de légitimité, voilà, c'est venu bien me challenger. Et en fait, bah dès l'après-midi, ils m'ont dit bah fais-nous ta proposition. On a le codir cet après-midi, viens et fais-nous ta proposition quoi. Donc voilà, pareil, il a fallu bien assumer à fond. Et en fait, moi, j'avais déjà une idée de mon TJM, donc mon taux journalier, que j'imaginais un peu élevé, mais voilà, je l'avais bossé en me disant, il faut que j'arrive à me challenger. Et donc, je me suis dit, bah là, comme j'ai aucune idée de comment les facturer, je vais leur proposer une facturation au TJM, en fait. Voilà, donc je ne me suis pas dégonflée. Donc, moi, j'ai annoncé un TJM à 500 euros au jour. Clairement, je suis en train de me repositionner là-dessus parce que je pense que c'est pas assez par rapport à ce que je fais. Mais voilà, Oui, j'étais déjà très très surtout fière. par rapport à la cible. Et je Exactement. veux préciser, je trouve que c'est pas assez par rapport à ton bagage. Mm. Parce que une OBM qui débute, qu'elle facture 500 euros, même si c'est cette typologie d'entreprise, ça ne me choque pas. Tu es quand même quelqu'un, donc là je passe en mode mentor, qui a un parcours, un bagage. T'as créé 2 entreprises, t'as de l'expérience dans une multinationale. Pour t'avoir dans sa boîte, il faut pouvoir mettre sur la table beaucoup plus que 500 euros par jour. Tu vois. Donc, je ferme la parenthèse. On est d'accord sur le fait que tu dois augmenter tes tarifs. Et voilà. Et donc, du coup, je leur ai proposé, je leur ai dit, mais moi, ce que je pense, là, c'est que pendant 4 semaines, il faut que je sois là à temps plein. Alors, c'est une entreprise qui travaille 4 jours par semaine pour vraiment venir, en fait, et m'imprégner parce que vous voulez un résultat très rapide, puisque dans 3 semaines, il faut qu'on augmente la prod de 20%. Voilà, il faut que je sois là pour comprendre vraiment les rouages derrière parce que sinon, bah, on va mettre juste un pansement sur une plaie et on va pas y arriver. Donc, ils ont été OK. Donc, c'est ce que j'ai fait au départ. J'ai passé vraiment bah, tout mon temps là-bas. Donc, hyper intéressant. J'étais à la fois bah, sur le terrain avec les opérateurs. Alors, le réveil à 5 heures du mat, ça piquait un peu, mais c'était important pour moi voilà, de vraiment être là pour bah, comprendre les mécaniques d'entreprise, aussi la culture d'entreprise, le mindset des gens, parce que c'est pas pour moi que des process en fait. C'est vraiment Oui, le contexte est hyper important. Et je pense que on passe à côté de quelque chose si, par exemple, moi je suis arrivée, j'ai été accueillie par le dirigeant qui m'a expliqué les problématiques. Bah c'est bien, mais enfin c'est très bien, hein, d'accord, mais j'aurais pas pu me baser que là-dessus parce que j'avais forcément que sa vision à lui qui n'intègre pas d'autres choses. Et moi, ma plus-value, elle est justement de comprendre le système en place. Donc vraiment, voilà, cette immersion, j'ai assisté à toutes les réunions, même des trucs qui n'avaient absolument rien à voir pour vraiment comprendre comment fonctionner. Enfin, vraiment, j'ai un peu poncé le fonctionnement de la boîte de manière générale. Alors, uniquement sur le volet opérationnel, hein, parce que là, on parle quand même d'une boîte un peu plus grosse, donc il y a des marketeurs, il y a des vendeurs, des choses comme ça. Ça, c'est pas du tout mon domaine, donc je leur ai dit, je ne m'y intéresse même pas. Donc voilà, moi, j'étais vraiment côté opération. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que je leur ai dit, toutes les semaines, on va trouver des quick wins pour aller vers notre objectif très rapidement. Donc, ça a vraiment été ça, en fait, de se dire bah, quel est le plus petit truc qu'on peut faire tous les jours pour réussir à avancer. Bah, alors, c'est un peu particulier parce que voilà, c'est de l'industrie, donc oui, oui, forcément, oui. bah, ça arrive, il y a de la matière première qui arrive, il y a plein d'ateliers de transformation et à la fin, on envoie le produit fini chez le client. Mais il y a des ateliers, voilà, bah, forcément, qui marchent en silo, donc du coup, voilà, qui n'ont pas forcément la vision de se dire, bah, en fait, on est au service de l'entreprise. Donc oui, il faut accepter de peut-être perdre un peu dans ce service-là pour que l'autre puisse gagner et qu'à la fin, on livre plus rapidement, etc. Il y avait surtout des problèmes de qualité interne avec beaucoup de pièces à relancer tous les jours qui faisaient perdre bah, évidemment des coûts de matières premières, de Mm. temps, qui retardaient toute la chaîne, etc. Donc voilà, les premiers gains ont vraiment été là-dessus. Mais évidemment, bah, pendant que j'y étais, j'ai
listé plein d'autres choses. Donc, je leur ai fait un grand plan au départ en me disant, bah voilà, moi, je travaille sur ça avec vous, mais après, vous savez qu'il y a tous ces sujets-là auxquels il faudra que vous vous intéressiez. Et en fait, bah, du coup, ça s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire qu'ils m'ont demandé de rester. Donc, je leur ai dit, OK, mais plus à temps plein, par contre, parce que c'était un peu beaucoup. Et aussi dans le sens où, bah, en plus, on s'entend très bien. Donc, je me suis vraiment fondue dans cette entreprise dès l'arrivée. Donc, ça va aussi très vite de se faire happer, en fait, et de se dire, bah mince, du coup, je suis quasiment comme leur salarié. Je viens tous les jours. Oui. Voilà, je participe à toute la réunion. Voilà, à un moment de prendre un peu de recul. Et pour pas créer une dépendance aussi de leur côté, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est qu'en fait, à la fin, quand même, ils soient capables de gérer le truc tout seul une fois qu'on aura passé la crise, quoi. Ouais. Et de mon côté, pouvoir garder du temps pour aussi continuer à développer ma propre entreprise. Voilà, parce que là, bah, c'est très confortable, c'est intéressante avec des gens qui sont intéressants. Enfin voilà, c'est entre guillemets, c'est un peu idéal. Mais ça n'empêche que bah, à terme, je veux m'ouvrir à d'autres personnes et il faut du temps pour faire ça. Donc, petit à petit, enfin, c'est pas désengagé en fait, on a juste réduit mon temps de présence. Et là, actuellement, je suis à 2 jours par semaine. Alors, je te le disais un petit peu avant qu'on tourne le podcast, mais c'est un peu challengeant pour moi parce que comme j'ai un espèce de plan d'action, alors on est moins sur des actions critiques à résoudre très très vite, mais bah, quand même, il y a beaucoup de choses. Ce côté aussi où je me dis, bah, je sais qu'on pourrait arriver très très vite à certaines choses, mais bah, avec que 2 jours à la place de 4 jours, forcément, bah, le rythme change aussi. Et du coup, il faut que j'accepte aussi qu'il y a des choses qui prennent un peu Un plus peu de plus temps. de temps. Ok. Bah, merci d'être venu sur cette première mission que je trouve hyper intéressante et j'espère que ça inspirera celles qui ont envie d'autre chose et celles qui ont justement n'ont pas envie de se limiter. Merci pour ton retour d'expérience. Du coup, maintenant, tu as 2 jours par semaine avec cette boîte et tu continues à développer ton entreprise à côté. Comment tu envisages la suite de ton aventure d'entrepreneuse? Alors, dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est réussir en fait à trouver un espèce de 50-50 au niveau de mon temps sur des entreprises physiques et quand même des entreprises en ligne ou voilà, d'une manière un petit peu différente. Donc voilà, c'est quelque chose à terme que j'aimerais bien réussir à développer. Pour l'instant, je développe plutôt le côté présence physique, bah, déjà parce que j'ai l'opportunité d'avoir le pied dedans, que j'ai quand même un réseau, etc. Donc que j'avais pas trop utilisé au départ puisque je me projetais plutôt uniquement en ligne. Donc voilà, je suis en train de me repositionner sur ce réseau-là. Donc du coup, bon, je continue à publier sur LinkedIn, voilà, avec ce nouveau positionnement qui est assez affirmé sur du territorial. J'ai contacté les CCI et les communautés de communes pour voir aussi, bah, du coup, si eux, voilà, enfin, c'est pas pour faire des partenariats, mais pour qu'ils me connaissent et que eux, possiblement, s'ils voient des entreprises qui sont en difficulté par rapport à leur opérationnel, en fait, voilà, ils savent qu'il y a un acteur sur le territoire qui est en capacité d'aider. Alors, j'ai complètement arrêté mes histoires de calendrier éditorial et de publier 3 fois par semaine et blabla. Donc, je publie quand j'ai envie. Il faudra que je sois un peu plus régulière, mais voilà, en tout cas, je me suis détachée de ça. Et à côté de ça, depuis décembre, par contre, j'ai lancé un podcast. Et en fait, le format me convient beaucoup plus. Donc, un podcast qui parle aux dirigeants et on va dire au management d'entreprise sur de l'excellence opérationnelle et de l'humain. Et voilà, pour l'instant, j'aime bien. Je me dis, ça, c'est mon long terme, en me disant, voilà, ça me permet d'exister, mais aussi moi-même, voilà, de dire quels sont les sujets importants pour moi, de quoi j'ai envie de parler, etc. Donc ça me recentre vraiment au niveau de voilà, mon existence en ligne long terme. Mais là, je suis en train de choisir un réseau physique, en fait, en présentiel pour aussi, bah, justement, participer à des événements, rencontrer des gens. Le tout, en fait, c'est que les gens doivent savoir qu'on existe. En présentiel, en fait, le challenge est là, comme tu disais tout à l'heure. C'est pas parce que d'un coup, on met OBM sur son profil que ça y est. Enfin, je me dis, par exemple, toi, je te connaissais pas, j'avais besoin de ta formation. Bah, si tu n'avais pas fait cette publication, je t'aurais Voilà. jamais connu, en fait. Donc, Voilà, voilà, exactement. il faut que les gens connaissent. Ça ne veut pas dire faire le marchand de tapis, leur vendre des trucs, mais c'est juste, il faut qu'ils sachent qu'on existe. Donc, je veux vraiment développer ce côté-là. Et là, on va dire ma prochaine étape, j'aimerais développer un atelier en fait en présentiel, voilà, que je pourrais bah, proposer dans des réseaux, etc. Pour pareil. Moi, j'aime bien quand il y a de la valeur derrière. J'aime pas trop, voilà, juste me présenter comme ça, mais dire, bah, on passe 1 heure ensemble. Voilà, on fait quelque chose de concret. Donc, voilà, c'est vraiment les axes sur lesquels je travaille. Ok, très intéressant. En tout cas, moi, j'ai hâte de continuer à suivre tes aventures parce que, évidemment, même si ça fait plus d'1 an aujourd'hui, tu continues à faire partie de la communauté Projet OBM. Avant qu'on termine cet épisode qui est beaucoup plus long que les autres parce qu'on a été bavarde, mais t'inquiète, tant que ça apporte de la valeur, moi, je suis totalement ok. J'aimerais que tu répondes à cette question. Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu recommençais aujourd'hui? Je pense que je prendrais moins de formation. Et en fait, vraiment.
je pense que je passerai à l'action plus vite. Voilà, je me ferai moins de nœuds au cerveau tout seul dans mon coin, en me disant, bah ok, choisis un positionnement, même s'il n'est pas parfait, même si vas-y. Et en fait, ça se construit au fur et à mesure. Moi, j'ai l'impression que tous les 3 mois, je change plein de choses. Mais je peux le faire parce que j'ai fini par passer à l'action. Sinon, en fait, on idéalise dans sa tête et il se passe pas grand-chose. Ouais, mais parfait. Franchement, je plus sois. Exactement. Passer à l'action rapidement, je pense que c'est la clé dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup challengée parce que je pense que ça va avec notre profil intégrateur où on a envie de comprendre, on veut maîtriser, on veut que ce soit parfait, on veut que ce soit hyper clair, acté avant de se lancer. Alors que finalement, dans un monde qui bouge autant que l'entrepreneuriat, faut accepter l'agilité, faut accepter d'être flexible, faut accepter d'agir, d'améliorer en continu et se lancer. Donc, je suis trop en phase avec ce dernier conseil. Bah écoute, merci Marion, merci d'abord pour ta confiance en tant que membre de projet OBM. Merci aussi de t'être livré sur plein d'aspects de ton activité qui je pense va vraiment aider, je pense, certaines OBM à se projeter. Même si vos parcours sont différents, ça permet d'avoir vraiment un retour d'expérience de ce que tu as fait avant, comment tu t'es formé, quels ont été tes challenges et aussi comment tu te projettes aujourd'hui. Donc merci à toi pour ça. Est-ce que tu as envie de faire un petit mot de la fin avant qu'on se quitte, du coup? Oui, bah, je vais m'adresser aux futures aspirantes OBM et aspirants, on ne sait jamais. Peut-être qu'il Oui. y a des hommes qui Oui, vont il y a finir des par hommes. arriver dans ce métier, mais qui est, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et je pense vraiment que justement, la multiplicité des profils fait la richesse, dans le sens où OBM, en fait, c'est pas une étiquette, c'est pas un métier figé. Au contraire, en fait, chacun amène un peu sa patte et du coup va correspondre à des types d'entreprises où l'autre va pas correspondre. Moi, j'ai des collègues OBM de projet OBM qui sont avec des boîtes qui, moi, m'intéresseraient pas du tout, en fait, ce qu'elles font au quotidien. Et pourtant, c'est hyper nécessaire pour la boîte où elles sont. Donc, en fait, n'ayez pas peur, voilà, de cultiver votre singularité et les choses que vous aimez parce que c'est hyper riche et qu'il y a des gens qui ont besoin de ça quelque part. Merci pour ce mot de la fin. Merci beaucoup Marion. Écoute, je te souhaite plein de belles choses pour la suite. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu, intéressé. Je mettrai le lien du podcast de Marion, de son LinkedIn dans les notes du podcast si vous avez envie d'aller. Je me permets, mais je t'ai même pas demandé ton avis. Oui, oui, il n'y a pas de Oui, souci. d'accord, hein. Du coup, je vous mettrai voilà, son contact, son lien LinkedIn et son podcast. Comme ça, si vous avez envie d'aller faire un tour sur son contenu, n'hésitez pas parce que je crois vraiment que les échanges avec hors ou dans le projet OBM, en fait, c'est hyper précieux quand on est entrepreneur. Donc, n'hésitez pas, ne restez pas seul. On arrive à la fin de cet épisode de podcast et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!